Vous avez été conseillère régionale de la région Centre de 1997 à 2002, vice-présidente de l'Assemblée nationale de 2001 à 2002, députée européenne de 2004 à 2009, et puis conseillère auprès du président de la République de 2012 à 2016. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous, et merci au président Goebel et à la Fondation internationale La Maison de la Chimie de m'avoir proposé cette ouverture sur les enjeux globaux de l'eau, et donc au niveau international. Donc, commençons par le commencement. Je vais essayer de vous expliquer brièvement, parce que je pense qu'on y reviendra le long de la journée, le cycle de l'eau. Qu'est-ce que c'est que le cycle de l'eau, le grand cycle de l'eau, le petit cycle de l'eau? Il faut savoir, et c'est pour ça que l'eau est un enjeu absolument vital au sens propre du terme, c'est-à-dire que sans eau, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'être vivant, il n'y a pas d'êtres humains, et il n'y a aucune activité humaine possible. Alors ça semble une évidence, mais dans le monde dans lequel nous vivons, en tout cas dans nos pays, on a l'impression que tourner le robinet et avoir l'eau courante, c'est quelque chose de tout à fait naturel, alors que ça ne l'est absolument pas, et qu'en amont, vous avez en fait toute une infrastructure, tout un travail qui est fait, où la chimie d'ailleurs entre en ligne de compte, pour vous fournir de l'eau, et a fortiori de l'eau potable, et assainir les eaux usées, comme on les appelle, qui sont rejetées dans les canalisations à cet effet. Donc le grand cycle de l'eau, c'est celui que vous voyez décrit ici, donc qui concerne tout le cheminement toujours mouvant entre l'océan, l'atmosphère et le continent. Et quand on parle, si je prends un exemple récent, par exemple les pluies torrentielles qui se sont produites dans la région Rhône-Alpes, en Ardèche, enfin bref, que vous avez vu, voire en Espagne, c'est pas plus de pluie qu'il y a, c'est en fait l'élévation de la température des océans qui produit plus d'eau dans l'atmosphère et qui ensuite se traduit en précipitations torrentielles sur le continent. Mais la ressource en eau, elle est finie. C'est un flux, c'est un stock qui se renouvelle en permanence et qui passe de l'état solide à l'état liquide, à l'état gazeux, sous forme de vapeur d'eau. Mais ce sont des ressources finies. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, vu l'importance vitale de l'eau pour nous, nous sommes constitués d'eau. Un être humain adulte est constitué quasiment à 65-70% d'eau, et même d'eau salée, puisque la vie vient en grande partie de l'océan. Donc il ne faut jamais oublier ceci, et donc tous les mésusages qu'on peut faire de l'eau, toutes les atteintes qu'on peut porter à l'eau nous atteignent dans notre existence même. Donc le grand cycle de l'eau, vous l'avez décrit sur ce schéma, et ce dont on parle le plus souvent, peut-être trop et pas assez du grand cycle de l'eau, c'est le petit cycle. Alors qu'est-ce que c'est le petit cycle de l'eau? C'est à partir de la station de pompage, donc on pompe de l'eau dans les nappes souterraines, dans les rivières, on la traite pour la rendre potable, et elle est acheminée ensuite par des canalisations à tous ceux qui en ont besoin, et ensuite donc ces eaux dites usées sont rejetées aussi dans ces infrastructures et aboutissent à une station d'épuration des eaux usées. Je vous invite, si vous le souhaitez, mais c'est très intéressant, à visiter les stations d'épuration qui desservent vos territoires, vos communes. C'est très riche d'enseignements et justement sur tout ce qu'on rejette dans les eaux notamment et la façon dont on les traite. Et ensuite, après la station d'épuration, le flux retourne dans le milieu naturel, plus ou moins bien épuré. Voilà. Il y a toutes sortes de questions qui se posent là-dessus.
Donc voilà comment se structure ce grand cycle et ce petit cycle de l'eau. Et aujourd'hui, donc avec l'impact très lourd du changement climatique, dont personnellement je pense qu'on n'a pas encore assez pris conscience, le grand cycle de l'eau se modifie. Il est beaucoup plus aléatoire, les précipitations sont plus intenses là où elles tombaient déjà, et les sécheresses sont encore plus longues et dures là où elles se produisaient déjà. Et donc tout cela induit des bouleversements importants et incite forcément à la réflexion les décideurs, les industriels, les administrations, tous ceux qui sont chargés aussi de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, de l'habitat, à réfléchir autrement par rapport à cette nouvelle donne. Diapo suivante, s'il vous plaît. J'ajoute, pour compléter la première diapo, qu'en France, la politique de l'eau est gérée dans le cadre de la directive cadre européenne sur l'eau. Et donc, tous les pays de l'Union européenne sont inscrits pour leur politique de l'eau nationale dans cette directive sur l'eau. C'est une politique européenne très forte et qui implique des schémas de planification dans notre pays, ce qu'on appelle les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Et la directive européenne impose qu'on atteigne le bon état écologique des eaux en 2027. Dans notre pays, ce sont les agences de l'eau qui gèrent l'eau à l'échelle des grands bassins hydrographiques qui dépassent très largement les frontières de conseils régionaux ou de départements. C'est leur spécificité. Ça donne une cohérence, évidemment, à cette politique, mais je ne vais pas m'y attarder, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais vous pouvez aller sur les sites Internet des 6 agences de l'eau françaises, vous y trouverez une grande richesse d'informations, non seulement sur l'eau dans votre région, mais aussi beaucoup de choses qui concernent la recherche, la science et les actions que mènent tous les acteurs concernés pour une politique de l'eau ambitieuse, efficace et protectrice. J'ai tenu ensuite à vous présenter ce schéma. Alors, c'est joli, il y a beaucoup de couleurs, vous devez vous demander peut-être ce que c'est. En 2015, avant la conférence sur le climat, a eu lieu une autre discussion au niveau international, que j'ai suivie aussi personnellement dans mes fonctions de l'époque, qui concerne les objectifs de développement durable, qui est un ensemble de cibles et d'objectifs que la communauté internationale se donne pour atteindre un mode de développement qui combine à la fois les aspects économiques, sociaux et écologiques. Pour ce faire, grande innovation, et c'est le sens de cette roue, les objectifs sont tous interconnectés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter un sujet sans s'intéresser à l'autre. Et l'objectif de l'eau est l'objectif numéro 6. Et dans cet objectif eau, vous avez un certain nombre de cibles, et notamment qui concernent l'accès de la population à une eau potable, l'accès à l'assainissement, mais pas seulement. D'autres aspects qui concernent le grand cycle de l'eau, à savoir la qualité de l'eau aussi, mais la préservation des écosystèmes aquatiques, les zones humides, les deltas, etc., qui concourent aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif à la disponibilité de l'eau et à sa qualité. Alors, la spécificité aussi de cette nouvelle grande convention internationale, c'est qu'elle s'est dotée d'indicateurs de suivi pour chaque pays. Et que cette politique-là ne s'adresse pas qu'aux pays dits en développement, elle s'adresse à tout le monde. Donc tous les pays membres des Nations Unies, c'est-à-dire la quasi-totalité, sont tenus de présenter leur progression par rapport à ces objectifs. Là encore, je n'ai pas trop le temps de détailler, mais je vous invite à consulter le site de la France, qui s'appelle agenda2030.fr, et vous verrez tous les détails des indicateurs de suivi par rapport à ce que fait la France, où en est la France par rapport aux objectifs de développement durable concernant l'eau. Alors, globalement, dans nos pays, ça ne va pas si mal, mais il y a quand même des gros soucis, notamment dans les Outre-mer, les États insulaires,
hein. Par exemple, vous avez sûrement entendu parler aussi de la crise de l'eau à Mayotte, hein, qui a été extrêmement dure et qui perdure d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'une crise disparaît de l'actualité médiatique qu'elle n'existe plus, malheureusement. Il y a des gros problèmes aussi en Guadeloupe, en Martinique, un peu partout. Et la question insulaire est très prégnante. Une autre problématique émerge aussi fortement dans notre pays, c'est celle des zones à risque, les zones inondables, et qui ont été, hélas, beaucoup trop urbanisées depuis plusieurs décennies, avec les conséquences que l'on voit, hélas, en cas d'événements climatiques dits extrêmes, mais qui, malheureusement, risquent de se reproduire beaucoup plus souvent qu'on ne le pensait. Et donc, dans ces zones à risque, alors la France est dotée de plans de prévention des inondations, de plans de prévention des risques, hein, qui existent, qui sont mis en œuvre, mais avec une certaine difficulté, parce que ce n'est pas toujours évident, aussi bien pour les décideurs locaux, les élus locaux que les particuliers, d'accepter un certain nombre de règles par rapport à ce qu'on peut faire dans telle zone ou de telle autre. Ça suppose beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues, beaucoup d'explications sur pourquoi hein, il ne faut pas construire dans telle ou telle zone, ou pourquoi dans telle autre il faut désimperméabiliser les sols, laisser s'écouler les eaux pluviales de façon plus efficace, plus rapide, etc. Donc, je vous invite à consulter ce site pour que vous ayez une idée extrêmement précise, hein, parce que y compris, hein, il y a un indicateur qui concerne la présence de micropolluants, hein, par exemple. Donc, il y a des choses extrêmement précises qui sont sur ce site. Tous les ans, aux Nations Unies, en juillet, les pays présentent hein, leurs avancées par rapport à ces 17 objectifs de développement durable. Alors, j'ai tenu à en parler parce qu'on en parle peu. On parle beaucoup du climat, à juste titre, mais la question climatique, elle ne se résoudra pas non plus sectoriellement. Ce n'est pas qu'une question d'énergie propre, ce n'est pas qu'une question de bas carbone. Tout est lié. Les territoires, l'urbanisme, nos modes de production, nos modes de consommation, la façon dont nous gérons et utilisons l'eau, tout ça est lié, y compris les enjeux de paix, hein, dont je vais parler à présent. Alors, toutes ces infrastructures que nous avons construites, hein, en tout cas dans beaucoup de pays, vous avez signalé à juste titre que malheureusement, une grande partie de l'humanité n'a pas accès hein, ni à une eau potable, ni à des structures d'assainissement des eaux usées. Et aujourd'hui encore, des milliers d'enfants, notamment, ça touche énormément la mortalité infantile, meurent chaque jour hein, de maladies liées à de l'eau qui est impropre à la consommation. Les maladies de ce type sont, hélas, perdurent et concernent encore énormément de régions du monde. Donc on est très loin d'avoir atteint justement les objectifs, les cibles de l'ODD 6. Alors, ces infrastructures dont nous parlons, des barrages, là je parlais des barrages, les tuyauteries, les canalisations, tous les systèmes d'adduction d'eau, sont en fait d'une grande vulnérabilité. Là, je vais faire un petit focus sur quelque chose dont on parle peu, mais c'est la façon dont l'eau, ou les dommages que peut causer l'eau, sont utilisés dans les conflits armés. Et malheureusement, de plus en plus, les belligérants, on le voit en Ukraine comme on le voit au Proche-Orient, frappent les infrastructures d'acheminement de l'eau pour en fait mettre en péril les populations civiles elles-mêmes et aussi hein, empêcher le belligérant adverse de progresser ou le noyer sous des trompes d'eau ou l'assécher, enfin bon, bref. Alors ce n'est pas nouveau, hein, depuis que la guerre existe, et hélas elle existe toujours, eh bien les belligérants utilisent hein, l'eau comme une arme, quelque part. Hein. Donc, tous nos beaux systèmes, effectivement, on a eu énormément de progrès dans nos pays sur ce plan, sont en fait d'une grande vulnérabilité en cas d'agression ou de guerre, les guerres étant...
ça paraît une évidence, mais le désastre absolu, humain, social, écologique, et met en péril tous les efforts que nous pouvons faire par ailleurs pour atteindre les objectifs dont j'ai parlé précédemment. Donc que ce soit les adductions d'eau potable, les stations d'épuration, les barrages et les digues, ou les pollutions volontaires des eaux, les attaques aussi sur les infrastructures électriques et informatiques. Beaucoup des systèmes d'adduction d'eau ou de traitement des eaux sont informatisés, et ces systèmes sont très vulnérables. Donc, étaient très vulnérables, parce que maintenant on a pris conscience qu'avec quelques manipulations, on pouvait bloquer complètement des systèmes d'adduction d'eau ou d'assainissement. Donc les attaques par rapport à ces structures sont très nombreuses, hélas, et j'évoquerai simplement le drame de juin 2023 en Ukraine, sur le barrage de Kakhovka, sur le Dniepr, qui est un grand fleuve qui traverse l'Ukraine et la Russie, et qui a explosé. C'est les Russes qui l'occupaient à ce moment-là. Alors évidemment, ils disent que ce n'est pas eux, mais on ne voit pas qui d'autre ça peut être, vu que c'est eux qui occupaient ce barrage. Ce barrage a explosé, déversant, vous imaginez, des quantités phénoménales d'eau en aval, causant des dégâts considérables et des victimes. De même, lors de la guerre avec Daesh a occupé, parce que c'est stratégique, des barrages en Syrie, et menaçant de les faire exploser. Et c'est d'ailleurs, comme la ville de Mossoul se trouvait en aval, c'est une des raisons aussi pour lesquelles les Alliés ont tenté d'éviter justement l'explosion de ces barrages. Donc les barrages sont à la fois des outils ancestraux pour canaliser l'eau, stocker l'eau et ensuite l'utiliser pour de l'irrigation, pour toutes sortes de choses, mais c'est aussi, en cas d'attaque, des armes redoutables. Alors voilà une carte qui vous montre un petit peu où se situe Kakhovka et tout cela en Ukraine, donc à la frontière russo-ukrainienne. Et cet enjeu du Dniepr, mais aussi de la Crimée en dessous, parce qu'en fait, le barrage de Kakhovka qui a explosé, alors c'est là où on se demande qui est le responsable, mais gêne énormément la Crimée, qui a été annexée par la Russie, puisque l'eau retenue était très utilisée par la Crimée du Nord. Mais je ne m'étends pas là-dessus. Alors, en termes de droit international, parce que ça existe quand même, toutes les conventions internationales interdisent, enfin prohibent, l'attaque des infrastructures qui mettent en péril les populations civiles. Et donc, vu ce qui se passe dans les conflits actuels, je ne vais pas tous les citer, mais cette situation est absolument scandaleuse, préoccupante, et malheureusement ne fait pas l'objet de sanctions où rien ne semble arrêter les belligérants dans ce domaine. Donc, selon cette convention dite de Genève, donc, les attaques contre les infrastructures d'adduction d'eau, notamment, mais pas seulement, sont considérées comme des crimes de guerre. Et leurs responsables peuvent être poursuivis devant la Cour pénale internationale pour ces crimes. Alors, au moment où le réchauffement climatique aggrave encore les tensions autour de l'accès à l'eau et de la gestion de l'eau, évidemment, tout cela devrait, heureusement il y a des réflexions qui sont menées, mais devrait pousser les États, la communauté internationale à se saisir de tous ces enjeux et à trouver des accords, des compromis, des solutions pour éviter les situations les plus dramatiques. Alors sur les impacts du changement climatique, j'ai sélectionné quelques éléments qui vous montrent à quel point la situation est difficile. Donc ça, ce sont des infographies du Monde que vous pouvez retrouver facilement, qui sont extraites du World Resources Institute. La moitié de la population mondiale est confrontée au stress hydrique, durant au moins 1 mois par an. Et en fait, au fil des années, on s'aperçoit que ces impacts sont en fait plus lourds et plus rapides qu'on ne pensait. Donc cette carte est même déjà pas périmée, parce que les zones restent à peu près les mêmes, mais en fait, les taches rouges sombres se sont dispersées de plus en plus. Mais vous voyez à quel point c'est problématique.
on voit notamment que l'Europe est loin d'être épargnée et que l'Espagne et la France sont très exposées. Alors, ici, vous avez une carte, 3 cartes, qui montrent, issues de l'Agence européenne de l'environnement, qui vous montrent les impacts du réchauffement climatique sur les pays de l'Union européenne. La première carte, c'est le risque incendie. La deuxième, c'est le risque sécheresse. Et la troisième, le risque inondation-submersion. Pour vous montrer l'actualité de ces cartes, vous voyez que Valence, toute la région de Valence en Espagne, est déjà très concernée. Donc, comment dire, ce qui est terrible, c'est que les scientifiques, ceux du GIEC, mais pas seulement ceux du GIEC, alertent depuis des années sur cette situation. Et malgré tout, les aménageurs, les décideurs, et même nous tous, n'avons pas encore pris conscience de l'importance de modifier en profondeur nos modes de vie, nos modes de développement, de production, de consommation, nos façons d'occuper le territoire. Alors, là, une carte, là aussi, qui a évolué, qui est pourtant récente, sur toutes les zones dans le monde où l'eau est source de conflits. En fait, tous les grands fleuves, la plupart des grands fleuves traversent plusieurs pays. Donc, pour que chacun de ces pays ait un accès à l'eau, il y a besoin de coopération transfrontalière, de compromis, et aujourd'hui, on en est très très loin. Il y a plus de 150 fleuves qui sont transfrontaliers, et à ce jour, il n'y a que 35 accords à peu près qui les concernent, c'est-à-dire trop peu. D'où des sources de conflits et de tensions croissants. Alors, néanmoins, depuis les années 2000, pas avant, il y a une prise de conscience beaucoup plus forte dans les milieux de la défense, de la stratégie, de la géopolitique, de l'importance de gérer l'eau et de prendre en compte l'importance vitale de l'eau pour l'ensemble des populations civiles, mais aussi pour les nations et la bonne entente entre les États. Donc, vous avez ici quelques exemples. L'OTAN s'en est saisie dès 2006, et un rapport aussi qui a marqué quand Hillary Clinton était secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères aux États-Unis, la direction de l'intelligence nationale aux États-Unis a produit un rapport très important sur les enjeux sécuritaires liés à la gestion de l'eau et plus tard sur les enjeux alimentaires, puisque les deux sont très liés. En 2016, donc, Macky Sall, qui était président du Sénégal à l'époque, a aussi proposé tout un débat au Conseil de sécurité sur la question. Et en France, c'est très récent, c'est 2009, a été créée au sein du ministère des Affaires étrangères une direction générale de la mondialisation qui traite de ces enjeux écologiques globaux notamment. Alors, quelques exemples à présent de la complexité et des conflits au Proche-Orient et du rôle que joue l'accès à l'eau et les infrastructures de l'eau dans ces conflits. Et cette place est énorme, en fait. Alors, je ne vais pas détailler tout ça. Là, vous avez une carte surtout de la Turquie, Syrie, Irak. Et en haut, le petit demi-cercle vert concerne tout le programme très, très important de la Turquie pour aménager tout l'amont du Tigre et de l'Euphrate avec des barrages. Alors, vous comprenez bien que s'il y a pléthore de barrages en amont, sur l'aval, on n'est pas très content parce qu'on craint que le pays en amont garde l'eau pour lui. Et c'est ce qui se passe. Donc, ces barrages sont évidemment des outils pour stocker l'eau et la distribuer, mais c'est aussi des outils de pression, des outils géostratégiques par rapport aux pays voisins. Et donc, le Tigre et l'Euphrate, ce n'est pas nouveau. Si vous lisez les textes de l'Antiquité, ont toujours été des enjeux considérables en termes géostratégiques. Et donc, tous ces barrages ont des impacts énormes sur la disponibilité de l'eau et sur les tensions accrues dans chacun de ces pays. Et beaucoup de rapports montrent que l'assèchement ou le manque d'eau a conduit, alors pas directement à ces conflits qui ont aussi des origines
religieuses ou autres, enfin politiques ou sociales, mais contribuent très largement aussi à l'aggravation des tensions. Et vous voyez aussi sur l'Irak en bas la grande zone, la grande zone humide en fait au sud de l'Irak, qui a malheureusement été beaucoup détruite lors des guerres successives, mais qui fait l'objet de renaissance également. Alors je passe sur la légende. Alors voici le cas le plus problématique aujourd'hui, qui inquiète le plus. C'est celui du barrage de Renaissance, qui s'appelle Renaissance, qui est situé en Éthiopie. L'Éthiopie ayant la volonté d'accroître sa disponibilité en eau, ce qu'on peut comprendre, c'est un pays encore très pauvre, très sec, et donc construit cet énorme barrage, qui sera un des plus grands du monde, pour retenir l'eau du Nil bleu. Mais comme vous le savez, le Nil, c'est l'artère vitale de l'Égypte. Et l'Égypte sans le Nil, c'est plus l'Égypte, et c'est surtout la faim et la soif assurée pour un pays qui compte bientôt 100 millions d'habitants. Voilà. Donc le conflit est montant entre l'Égypte et l'Éthiopie, et beaucoup de pays se démènent pour que ces deux pays trouvent un accord sur la répartition de l'eau, sur sa gestion, mais c'est loin d'être le cas. Et donc vous voyez à quel point ces grandes infrastructures qui peuvent paraître, qui sont pour l'Éthiopie indispensables pour fournir de l'eau aux régions concernées, sont aussi des objets de tensions très très fortes et de conflits armés. Autre exemple avec le Mékong, et dont les sources remontent jusqu'à la Chine, et on parle même dans le langage stratégique de pays hydrodominants et hydrodominés. C'est-à-dire que ceux qui sont à l'amont des grands fleuves, évidemment, disposent d'une carte énorme pour s'assurer l'accès à l'eau, et ceux qui sont en aval doivent un peu subir ce que fait celui en amont, sauf si, et ça, heureusement ça existe, je vais vous en montrer un exemple, sauf s'ils s'entendent pour gérer collectivement l'eau du fleuve en question. Donc il y a beaucoup de tensions aussi entre la Chine et les pays voisins à propos du Mékong notamment. Alors un exemple positif, il y en a, vous en trouverez beaucoup dans le rapport annuel des Nations Unies sur la ressource en eau. Ces documents sont accessibles en ligne très facilement en français. Et donc, chaque année, les Nations Unies produisent un rapport sur l'eau avec une thématique particulière. Et cette année, c'est sur la paix, eau, prospérité et paix. Alors, un exemple positif, et dans ce rapport des Nations Unies, vous en trouverez beaucoup, heureusement. Il y a quand même des gens qui s'entendent, qui discutent. C'est l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal. Sénégal, d'ailleurs, se dit en passant, qui a été touché aussi par des très fortes inondations ces derniers jours, inattendues. Et donc, l'OMVS, comme on l'appelle, a même été proposé comme prix Nobel de la paix, parce que c'est un exemple qui remonte à la présidence de Léopold Sédar Senghor du Sénégal, d'entente entre 4 pays pour gérer ce fleuve et faire en sorte que tout le monde puisse accéder à l'eau et gérer collectivement, à l'échelle de cet immense bassin, le fleuve. Donc, il y a heureusement beaucoup d'exemples de ce type, mais pas assez, et d'où la nécessité absolue d'aller beaucoup plus loin dans la coopération transfrontalière. Alors, en conclusion, voilà quelques recommandations qui sont faites dans ce domaine. D'abord, intégrer l'eau et le climat dans les stratégies de sécurité globale. Alors, si je peux me permettre, je ne suis pas sûre que l'élection de Trump à la présidence des États-Unis aille vraiment dans ce sens, euphémisme. Bon, mais ça veut dire aussi que l'orientation des dirigeants politiques est très importante et qu'aller voter, c'est très important. En passant, ce n'est pas négligeable, c'est même essentiel. La nécessité de développer des coopérations transfrontalières beaucoup plus nombreuses et efficaces. Il y a depuis 2022 un observatoire mondial de l'eau pour la paix, qui est
issu d'un panel de haut niveau de Genève, Genève étant aussi un siège des Nations Unies, étant très proactif sur les questions de paix et de sécurité, et la nécessité aussi absolument de mieux protéger les infrastructures de l'eau et les systèmes d'accès à l'eau par rapport à toutes les attaques possibles, y compris des attaques chimiques d'ailleurs, qui peuvent se produire, ou bactériologiques ou autres. Et enfin, mais ce n'est pas exclusif d'autres solutions bien sûr, développer des solutions qui sont, alors qu'on appelle fondées sur la nature, en fait, qui sont fondées sur le fait de mieux préserver les écosystèmes aquatiques, tels que les deltas, les zones humides qu'il y a partout, les ripisciles, c'est-à-dire les rives des fleuves et toutes les zones qu'il y a autour, et d'utiliser justement ces écosystèmes que malheureusement on détruit beaucoup. On en a détruit énormément, ça se calme un peu, mais enfin bon, il y a eu énormément de destruction de zones humides, les zones de marais, etc., notamment sur le littoral, qu'on considère à tort comme des zones inutiles. On peut drainer tout ça, sécher tout ça et construire parce qu'on en a besoin. C'était la mentalité pendant des décennies. Ça change, heureusement, mais lentement. Mais hélas, ce sont souvent les événements climatiques extrêmes, les catastrophes qui poussent à dire « Ah, c'est plus possible, il faut restaurer, il faut faire autrement ». Voilà, donc je conclus là-dessus. Gaston Bachelard, en 1942, dans ses fameux essais sur la matière, disait « L'eau est le miroir de notre avenir ». Et j'ai trouvé cette phrase très, très forte et très juste. L'eau est notre vie même, et si nous n'y prenons pas garde, si nous ne faisons pas preuve de sursaut, d'inventivité, d'innovation par rapport à la nouvelle donne que nous avons aujourd'hui, eh bien, notre avenir risque d'être sérieusement assombri. Donc, il y a une foule d'initiatives extrêmement positives, très porteuses, aussi bien à l'échelle territoriale qu'à l'échelle globale, qu'à l'échelle des grands bassins fluviaux, qui méritent d'être découvertes. Donc, je vous invite à le faire. Il y a pléthore de sites sur les deltas, sur les rivières, sur les grands fleuves, ou même, encore une fois, aller voir sur les sites des agences de l'eau. Vous découvrirez plein de choses passionnantes, et aussi beaucoup de métiers d'avenir. Le secteur de l'eau emploie déjà énormément de monde, et en emploiera, je pense, de plus en plus. Peut-être pas tout à fait les mêmes qualifications et mêmes formations, mais je vous invite vraiment à vous y intéresser, du local, de l'échelle territoriale, jusqu'au niveau le plus global que vous devez avoir en tête aussi, pour bien comprendre l'urgence d'agir efficacement et de façon cohérente sur les questions de politique de l'eau. Merci.